Madame Stéphanie Rivoal, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Action contre la faim, un groupement d'ONG présent dans plus de 47 pays à travers le monde. Alors, vous êtes à la COP 21 et vous avez animé une conférence sur la sécurité alimentaire et la productivité agricole. La sécurité alimentaire, pour vous, c'est quoi ? Alors la sécurité alimentaire repose sur 4 piliers et c'est vraiment ça qui la différencie de la production alimentaire ou la production agricole. Le premier, c'est la disponibilité des aliments. Donc ça, effectivement, il y a un lien. Plus il y a de production agricole, plus il y aura de disponibilité des aliments. Le deuxième, et il est essentiel, c'est l'accès à ces aliments par les populations. On peut avoir des aliments disponibles, mais des personnes trop pauvres, trop précarisées, qui n'auront pas les moyens monétaires d'avoir accès à cette alimentation. Ça, c'est vraiment ce qui crée le gros de l'insécurité alimentaire. Le troisième pilier, c'est la qualité nutritionnelle de ces aliments. On ne peut pas se nourrir essentiellement de céréales. Les enfants auront un régime alimentaire trop pauvre et créeront ce qu'on appelle la malnutrition chronique. Et elle est, je dirais, au moins aussi grave que la faim qui tue, puisqu'elle peut créer des retards de croissance et des retards de développement intellectuel, et donc des adultes qui ne seront pas du tout en manière d'avoir une vie normale et épanouie. Et le dernier point, c'est la régularité. On peut avoir tous les aliments disponibles, accessibles et en bonne qualité nutritionnelle. Il faut qu'on les ait tout au long de l'année. C'est vraiment ce qui différencie la sécurité alimentaire de la production ou de la productivité agricole. Alors pour les pays du Sud, notamment des pays comme la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Burkina Faso, bref, pour les pays du Sud, est-ce que cette sécurité alimentaire, elle est assurée ? Ah non, elle n'est pas assurée. Sur le continent africain, il y a 240 millions de personnes qui souffrent de la faim sur les 795 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Le continent africain est celui qui a les plus hauts taux de malnutrition dans le monde. Il y a plus de gens qui souffrent de la faim en Asie en nombre, notamment en Inde, mais le continent africain reste le plus affecté. C'est quand même un comble puisque uniquement 20% des terres arables sont cultivées. Donc on pourrait quand même cultiver tout le reste dans un premier temps. Et c'est l'une des terres les plus rentables, les plus productives, les plus fertiles de la planète. Donc on est face à un paradoxe. Il faut résoudre cette équation. Il faut recréer, selon moi, un lien, et je n'insisterai jamais assez là-dessus, entre l'agriculture, l'alimentation, la nutrition et la santé. C'est un continuum qu'on a perdu de vue. L'agriculture, ce n'est pas un business comme les autres. C'est celui qui nourrit et qui doit vraiment être à la base de la vie humaine. Donc ce n'est pas un bien comme les autres. On ne peut pas l'exporter comme on exporte toute autre chose. Il faut que ce soit quelque chose de différent. Alors, vous dites que cette sécurité alimentaire n'est pas assurée dans la plupart des pays africains. Comment vous l'expliquez ? Quelle explication peut-on en donner ? Alors, on l'explique notamment par cette notion d'accès. Donc il y a en général une production locale suffisante. Je dis en général parce que suite à des épisodes, et c'est là où on va faire ce lien avec le changement climatique, d'inondations, de sécheresse, mais aussi un plus mal connu, c'est les pics de chaleur. En plein milieu d'une récolte, quand on a un coup de chaud, ça met à plat la récolte pour l'année entière. Donc il y a ce souci tout de même d'une baisse, et il y aura une baisse d'ailleurs des rendements agricoles avec le changement climatique, de 10% selon les estimations les plus optimistes, donc c'est déjà pas mal. Donc la production va souffrir, elle est aujourd'hui peut-être quasi suffisante et encore pas tout le temps, mais il y a surtout ce problème d'accès à la nourriture, ce problème de pauvreté, de développement économique, d'éducation des populations qui n'est clairement pas suffisant pour qu'elles puissent s'acheter la nourriture. Donc il faut que les marchés soient achalandés, mais il faut que les gens puissent avoir les moyens monétaires de l'acheter. Et pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce qu'il y a l'Afrique dépend de manière alimentaire notamment des importations. Donc la vaste majorité des aliments consommés sont importés et les terres sont cultivées pour les exportations. Donc c'est cette équation qu'il faut inverser pour restaurer la sécurité alimentaire des populations et je dirais même la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité des peuples à se nourrir eux-mêmes. Donc en Afrique, on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas, comme le café, le cacao et le coton. C'est tout à fait ça, les bananes et le reste. Alors pour vous interroger avec moi, bienvenue Gbeo, bienvenue, une question. Oui, je voulais rebondir un peu sur la question de l'accès. Aujourd'hui, en République centrafricaine, on a un accès qui devient de plus en plus difficile aux aliments de base et les femmes se plaignent parce que ils n'arrivent plus à avoir accès à ces aliments qu'ils avaient autrefois. Et c'est dû aussi quelque part aux effets des changements climatiques. Mais vous, Action contre la faim, qu'est-ce que vous pourrez faire pour un pays comme la RCA et pour que la population puisse avoir accès un peu facile, ne fût-ce qu'aux aliments de base?
Vous êtes centrafricain, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bon, écoutez, je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qui se passe dans votre pays, mais je vous livre mon analyse et vous pourrez me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Il y a clairement le problème de la production agricole et de l'accès, mais il y a aussi, notamment dans le cas de la Centrafrique, le conflit récent qui a eu tout de même comme effet collatéral avec les conflits musulmans, anti-Balaka, Séléka, de finalement faire fuir les musulmans qui, je ne vous l'apprends pas, j'en suis sûre, étaient ceux qui étaient les marchands et qui achalandaient les marchés. Donc je pense qu'il y a un effet en plus dans l'effet conflit, l'insécurité, l'accès aux terres qui n'est plus garanti, donc on cultive moins, une déstructuration de la chaîne, de la chaîne marchande, avec le départ en masse de populations musulmanes qui étaient la cheville ouvrière des marchés. Et ça vient s'ajouter en plus avec les effets du changement climatique et le fait que la RCA est malheureusement l'un des pays aussi les plus pauvres d'Afrique dans son ensemble. Donc il y a un cumul, malheureusement pour votre beau pays, il y a un cumul d'effets qui sont désastreux pour les populations, pour les femmes et les enfants, qui sont, par ailleurs, j'en profite pour le dire, les premières victimes du changement climatique. 95% des décès qui seront liés au changement climatique seront des enfants. Donc c'est vraiment ces populations-là qui vont en souffrir en premier, et c'est certainement pas la Centrafrique qui a été à l'origine du changement climatique. Donc on est face à une injustice climatique et un paradoxe qu'il faut redresser. On pourra essayer de trouver des solutions, mais c'est vrai que la RCA cumule malheureusement beaucoup de conditions néfastes pour la sécurité alimentaire. Alors, concernant, vous parlez du changement climatique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Il y a certaines cultures qui consomment plus d'eau, il y a certaines cultures qui résistent à la sécheresse. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer les choses à ce niveau quand on prend les pays africains qui consomment beaucoup de riz, le riz qui consomme, qui absorbe beaucoup d'eau ? Est-ce qu'il ne faut pas changer carrément de politique au niveau agricole ? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. La première, c'est bon, il y a l'atténuation, l'adaptation. Ça, c'est l'un des gros sujets de la COP 21. Bien sûr, l'Afrique doit être sur l'adaptation et les pays du Nord sur l'atténuation. Donc, il faudrait quand même que les pays du Nord dégagent moins de CO2 et que les pays en Afrique s'adaptent aux nouvelles conditions climatiques qui ont déjà des effets aujourd'hui. On a l'impression qu'on parle de 2020, 2050, mais c'est aujourd'hui. Les inondations, les sécheresses, c'est aujourd'hui. Donc, cette adaptation, il faut qu'elle se passe. Alors bon, nous, on alerte sur les fausses bonnes solutions. Les fausses bonnes solutions, comme l'agriculture intelligente face au climat, une initiative qui a le mérite d'exister, mais qui s'est vue un peu kidnappée par des groupes industriels qui ont des solutions un peu toutes faites qui les arrangent et qui ne laissent pas suffisamment de place aux organisations paysannes locales qui ont d'autres solutions à proposer. Elles ne sont pas assez présentes. En plus de ça, les solutions apportées n'ont pas des critères de suivi, notamment sur les effets environnementaux et sociaux des solutions proposées. Donc il faut faire attention. Avoir une nouvelle plante magique un peu qui aura le mérite d'utiliser peu d'eau, être résistante aux coups de chaud et qui miraculeusement n'aura pas besoin d'un trans chimique, moi je n'y crois pas beaucoup. Moi je mise sur la nature, il faut avoir de l'innovation en agriculture et cette innovation elle doit être sur la création d'écosystèmes avec des éléments naturels. Quel poisson, quel animal, le canard dans les rizières, c'était il y a je sais plus combien 100 ans qu'en Chine ils ont trouvé ce système qui a quand même augmenter la production rizicole de manière, c'est miraculeux. Moi, je ne suis pas du tout agronome. Moi, je trouve ça miraculeux. Alors, ça a l'air très simple finalement. Il faut faire de l'innovation agricole en créant des écosystèmes à base de la nature. Donc ça, c'est ma suggestion numéro 1. La deuxième, sur la nutrition. Je crois qu'on a tous des progrès à faire, notamment les pays du Nord qui s'avancent vers des taux d'obésité jamais vus. C'est quand même pas à nous de vous donner des leçons sur comment se nourrir, vu ce qu'on absorbe et la manière dont on s'intoxique à petit feu, tout en dépensant de moins en moins d'argent par aliment, mais des éléments toxiques. En revanche, oui, si je devais quand même tenter de donner des conseils sur l'alimentation, on sait bien qu'en Afrique, vous êtes très friands de céréales, avec pas forcément de tendance importante sur les légumes. Donc, je ne vais pas vous faire une leçon de CE2 OCP, mais manger 5 fruits, 5 légumes par jour. Enfin, dans tous les cas, il faut rééquilibrer le régime alimentaire, notamment pour les enfants. Alors, nous, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on donne, par exemple, des cours de cuisine avec les femmes. Elles nous montrent comment elles cuisinent, elles, et nous, on leur fait des suggestions, notamment sur la cuisson des légumes. Si on cuit trop longtemps un légume, il perd ses qualités nutritionnelles, ses vitamines. Donc, c'est avec les femmes et en tenant compte de
leurs contraintes que l'on peut essayer d'améliorer. Changer radicalement votre régime alimentaire, les changements culturels mettent minimum 5 ans pour être mis en œuvre, si ce n'est pas plus. C'est long, on est sur des populations qui ont déjà de gros efforts à faire en adaptation. J'irai pas vers un changement du régime nutritionnel, j'irai vers des pratiques d'alimentation meilleures avec l'existant. Ce serait plutôt vers là que j'irais. Alors, il y a un autre phénomène aussi sur le continent, de l'accaparement des terres par les multinationales qui font des agrocarburants. C'est un autre danger aussi pour la sécurité alimentaire sur le continent. Alors justement, j'avais des exemples avant de venir. L'accaparement des terres, c'est vraiment un sujet très important qui est lié au foncier. Alors les chiffres, on a du mal à les trouver. Déjà, c'est pas un bon signe, hein. Le manque de transparence est alarmant sur les hectares de terres qui sont vendus ou loués à des étrangers, voire des non-africains. Et là, on a par exemple 26 millions d'hectares. Alors moi, je vois pas trop ce que ça représente, mais entre 2000 et 2012, il y aurait 26 millions d'hectares accaparés, vendus, loués à des fins non alimentaires. Et ça, j'insiste, parce que ces multinationales qui louent ou achètent, c'est certainement pas pour produire des aliments pour les populations. C'est pour produire d'autres choses. Alors, on a les palmiers à huile, il y en a vraiment partout. On a les agrocarburants. On a le riz que l'Arabie Saoudite cultive au Sénégal, je crois, mais pour sa propre consommation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le sucre pour l'éthanol en Sierra Leone par une société suisse. Désolée pour la radio, mais c'est comme ça. Des investisseurs asiatiques aussi, pas seulement américains, même si ils sont quand même assez présents sur ça. Donc c'est un phénomène qui est un vrai problème. Alors comment on arrête ce phénomène? Je pense qu'il y a une véritable régulation. Je suis pas forcément pour ça à tout crin, mais il faut absolument que les dirigeants africains régulent le foncier un petit peu mieux et que ces terres qui sont vendues de manière beaucoup trop peu chère puissent être à minima vendues plus cher, ou bien, comme les directives volontaires sur le foncier, elles ne sont que volontaires, elles pourraient devenir obligatoires, c'est-à-dire quand on achète une terre, il est obligatoire d'impliquer la communauté qui vit sur cette terre dans le projet, de voir quels effets environnementaux, sociaux vont avoir le projet, et ces directives volontaires, malheureusement, devraient devenir obligatoires, et ça résoudrait les choses. Donc il y a de l'éthique, j'appelle ça de mes voeux, mais il se trouve que l'éthique n'est pas monnaie courante par les temps qui courent, donc vaut mieux l'inciter et ensuite essayer de voir si ça prend. Bienvenue. Oui, madame, en cette période de perturbation du climat, en République centrafricaine, il y a la FAO et le gouvernement qui sont en train de mettre en place un système d'alerte précoce pour prévenir la population agricole sur des éventuelles perturbations et des périodes de semis. Et votre organisation Action contre la faim est présente aussi en République centrafricaine. Que pourra faire votre organisation pour accompagner ce programme qui sera bientôt mis en place par la FAO et le gouvernement? Alors, nous, on trouve que c'est essentiel, effectivement, de faire de la prévention et l'alerte précoce. Et on a un système satellitaire depuis plusieurs années. Beaucoup, maintenant, le font. Mais il se trouve que nous, on met l'accent dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des images satellites qui permettent de voir l'évolution de la biomasse. Donc ça nous permet de savoir exactement où en est la production végétale à un instant T. Et ça nous permet de prévoir s'il va y avoir une bonne ou une moins bonne récolte, de prévenir les populations pour ensuite avoir des moyens d'adaptation locaux. Donc ça, c'est l'utilisation de la technologie. Là, on est dans la haute technologie au service vraiment des populations. Donc nous, on développe toute une série de programmes sur la résilience, comment faire des stocks en amont de ces incidents-là. Comment aussi, et j'aime beaucoup ça, même si c'est un petit peu un pas de côté que je vais faire, mais des sortes de coopératives, mais nouvelles versions, où finalement on voit bien que les paysans vendent tous en même temps peu cher, et ensuite quand il y a de la rareté, les prix montent, mais ils ne peuvent plus vendre. Et ils ont été obligés de vendre parce qu'ils n'avaient pas les moyens alimentaires, les moyens monétaires pour se nourrir eux-mêmes. Donc il faut créer des systèmes à base de crédits bancaires qui permettent aux paysans de ne pas vendre tous en même temps, d'étaler leur vente et de bénéficier de prix plus importants. Et ça, c'est aussi dans des systèmes d'alerte quand on peut prévenir la rareté d'une denrée alimentaire et finalement aussi en prévoir le prix et permettre aux personnes de les vendre au meilleur prix pour elles. Donc nous, on est aux côtés de ces coopératives-là qui sont co-gérées et co-détenues par les paysans. Donc c'est vraiment leur business, leur affaire. Et puis parallèlement à ça, on les aide à faire des produits semi-finis.
c'est un peu dommage quand on est un paysan africain de vendre de la matière brute, alors que sur les marchés, avec des mises en petits sacs et une présentation un peu différente, on le vend beaucoup plus cher. Donc c'est ça qu'il faut développer, des filières et puis des alertes sur les récoltes pour prévoir et avoir des mesures d'adaptation, de résilience. Alors, avec le changement climatique, est-ce que de nouvelles émeutes de la faim sont à craindre sur le continent? Les émeutes de la faim, ça a été un phénomène qui, bizarrement, n'a pas mobilisé les plus vulnérables. Nous, on a fait des analyses à la suite des variations des prix des denrées agricoles. Les populations les plus vulnérables n'ont de toutes les façons pas les moyens de se nourrir, par définition. Donc le prix monte, le prix baisse, elles sont un petit peu plus affectées, mais elles étaient déjà tellement affectées qu'on n'a pas vu d'évolution majeure sur les taux de malnutrition à la suite de ces variations. Donc là, on part d'une autre population légèrement plus aisée, qui elle mange mieux et beaucoup plus affectée par les variations des prix. Alors oui, je pense que si les accords de Paris dans quelques jours ne sont pas aussi ambitieux qu'on le souhaite, on aura des effets retard dans plusieurs années qui peuvent être désastreux, avec la baisse des rendements, la montée de la démographie, les conflits qui posent des restrictions sur l'accès aux terres, la raréfaction de l'eau et le poids des multinationales qui manipulent un peu le tout. On n'a pas une combinaison d'éléments qui seront favorables. Donc en revanche, ça va être favorable à des choses beaucoup plus graves, qui sont de l'insécurité exacerbée. J'ai vu il y a pas très longtemps un berger tunisien qui expliquait qu'il était dans une zone détenue par des groupements terroristes et qu'il avait un choix véritablement cornélien, qui était celui de rejoindre et de se lancer dans le terrorisme, finalement pour sa famille, ou bien urbaniser, sauf qu'en Tunisie aujourd'hui il n'y a plus de débouchés dans les villes. Donc il était